Bonjour, alors je suis très heureux d'inaugurer cette première conférence du tout nouveau observatoire agriculture de l'Institut Sapiens. Et donc on va aborder aujourd'hui la question de l'invasion de l'Ukraine et de son impact sur les équilibres alimentaires mondiaux. Je vais rapidement introduire. Je vous dis tout de suite, s'il vous plaît, de bien couper votre micro. Si vous pouvez, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le chat pour poser toutes les questions que vous voulez. On réservera un temps en fin de conférence pour y répondre avec nos invités. Donc la situation aujourd'hui, c'est qu'on est, depuis le début de l'invasion en Ukraine, on est en train de prendre conscience qu'il y a un vrai enjeu sur les équilibres alimentaires mondiaux. On sait qu'une tonne de blé sur 4 à peu près dans le monde exporté vient de Russie ou d'Ukraine. Pour vous donner un ordre de grandeur, la France elle exporte à peu près un dixième du blé mondial. C'est un des plus gros exportateurs mondiaux. Mais cette situation de conflit va potentiellement pardon, très probablement impacter les équilibres alimentaires mondiaux. Ce qu'on observe en parallèle, c'est une tendance qui s'inverse pardon, c'est une tendance qui s'inverse sur la faim dans le monde. On a à peu près, depuis 2015, on observe qu'une tendance qui s'améliorait au fur et à mesure est en train de s'aggraver, c'est-à-dire que la faim réaugmente dans le monde. Le Covid l'a aggravé récemment et la situation en Ukraine fait craindre à l'ONU, je cite, un ouragan de famine. Donc pour en parler, on va accueillir nos invités qui sont Emmanuel Ducrot, journaliste à l'opinion, spécialisé sur les questions agricoles. Bonjour Laurent, bonjour oui, à tous. Bonjour. Et Sébastien Abyss, qui est expert sur les questions de géopolitique des céréales, du blé en particulier, directeur du club Déméter, qui n'a rien à voir avec la biodynamie, je rassure nos auditeurs, et qui est aussi chercheur associé à l'IRIS. Et vous avez publié plusieurs ouvrages sur la question du blé, des céréales. Donc je cite notamment la géopolitique du blé qui était paru en 2015, qui est extrêmement intéressant pour comprendre aujourd'hui les enjeux de la géopolitique du blé. Et vous êtes aussi à l'origine de l'ouvrage collectif du Club Déméter, dont la nouvelle édition paraît chaque année. Peut-être que vous voulez en dire deux mots là-dessus. Oui, bonsoir, merci de l'invitation. Déméter sort tous les ans au mois de février. Cette année, ça s'appelait Alimentation, les nouvelles frontières. Et nous n'étions pas au courant de l'invasion russe en Ukraine. Ah, mais j'imagine qu'il y a quand même plein d'éléments intéressants à avoir en tête et qu'on pourra découvrir dans cet ouvrage-là. Du coup, je vous propose de commencer d'abord par essayer de comprendre la situation concrètement, ce qui se passe en Ukraine, comment la situation risque d'affecter les équilibres alimentaires. Est-ce que, peut-être, donc on commence avec Sébastien, quelles sont les dépendances aujourd'hui de l'Ukraine et de la Russie, et est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près chiffrer l'impact de l'invasion? J'imagine qu'elle évolue de jour en jour et donc c'est difficile, mais est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur ce qui risque d'arriver sur ce marché mondial du blé? Bon, il y a plusieurs choses en fait à regarder autour de ce qui se passe depuis le 24 février. Il y a évidemment tout ce qui est actualité chaude, mais il faut regarder un peu ce qui est plus tiède et ce qui est très froid. Parce que vous l'avez évoqué, il y a structurellement depuis plusieurs années des tensions agricoles et alimentaires dans le monde. Il y a même ces dernières années des insécurités alimentaires quantitatives qui ont augmenté dans certaines zones de la planète. On a, depuis 2 ans, avec la pandémie, eu une double peine pour beaucoup de consommateurs dans le monde où à la fois il y a eu la paupérisation, une baisse de revenus, des baisses de travail et de la nourriture qui a augmenté, ce qui fait qu'on avait à la fois moins d'argent et le peu d'argent qui restait permettait d'acheter moins de nourriture. Nous avons été prémunis à l'échelle européenne et en France en particulier de cette inflation alimentaire. En 2021, la moyenne mondiale de l'inflation alimentaire, c'est 30%. 30%. Donc en fait, ce qui se passe depuis le 24 février est un catalyseur puissant, c'est un vent violent sur un incendie qui mettait déjà à mal la situation quotidienne alimentaire d'une grande partie du globe. Donc, comme toujours, nous, en Europe, nous nous réveillons sur certaines réalités mondiales quand les difficultés sont à nos portes. Je vais venir sur l'aspect ukrainien, mais je crois que surtout ce qu'on ressent collectivement depuis quelque temps, c'est qu'en Europe, on reprend conscience que les insécurités physiques existent. On l'a vu avec la pandémie, la santé, ce n'est jamais acquis, et nous voyons
que ce que l'on pensait pour toujours derrière nous, à savoir des conflits territoriaux, des invasions de pays, des violences militaires et des usages militaires, y compris contre des civils, et ben en 2022, même sur le continent européen, ça peut exister. Donc c'est le retour des insécurités physiques, malheureusement. Certains avaient d'ailleurs indiqué qu'elles n'étaient pas disparues, ni sur le globe, ni potentiellement dans les écrans radars européens. Et à tort, je pense que nous avons parfois entendu des sirènes trop joyeuses sur le monde, le futur, et sur les rapports de force finalement dans les relations internationales. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts, et on constate malheureusement actuellement, c'est pour ça que je dis qu'il faut derrière l'émotion chaude regarder des enjeux lourds. On voit bien que l'interdépendance économique entre les pays n'entraîne pas forcément plus de paix. Oui. C'est une idée qu'on avait souhaité rendre universelle depuis 30 ans. Et on voit aussi que le libéralisme économique ne rime pas forcément avec la démocratie. Donc c'est deux certitudes qu'on pensait mondiales qui sont en fait en train de voler en éclats. Et in fine, il y a des pays dans le monde, dont la Russie, qui considèrent que la parenthèse de domination occidentale c'est fini et que cette anomalie sur le temps long doit cesser. Donc depuis le 24 février, on reprend conscience que quand il y a un conflit, il y a immédiatement des secousses sur l'essentiel de la sécurité humaine. D'abord, bien sûr en Ukraine, je crois qu'il faut insister là-dessus, derrière les drames ukrainiens se jouent des insécurités alimentaires, parce que tout théâtre de guerre est confronté à des migrations de détresse, à des mobilités forcées, à évidemment des problématiques logistiques et d'approvisionnement. Si vous devez rester caché dans des caves, vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a des bombes qui tombent et vous risquez votre vie. Évidemment, vous faites le choix de rester caché, éventuellement au détriment d'un estomac qui, lui, cesse de se remplir jour après jour. Donc défi de l'eau potable, défi de l'alimentation, et évidemment ces combats qui ont toutes les conséquences que l'on peut imaginer aussi sur l'ensemble du tissu économique interne ukrainien, dont le tissu agricole, dont je rappelle que l'agriculture c'est entre 15 et 20% du PIB de l'Ukraine, oui. Que c'est 40% des exportations totales de l'Ukraine qui sont des produits agricoles. Je vais venir un peu sur l'aspect agricole, mais on a forcément déjà au bout de bientôt 50 jours de combat des conséquences sur la vie des gens. 13 millions de personnes qui ont quitté leur domicile, oui. C'est-à-dire quasiment 40% aujourd'hui des Ukrainiens. Hein, c'est comme si vous aviez 30 millions de Français qui avaient dû quitter leur foyer en 6 semaines. Hein, je ne sais pas si on se rend bien compte de quoi on est en train de parler. Et vous avez des agriculteurs, des entreprises, des opérateurs de ce secteur agricole et alimentaire qui ne travaillent ou plus ou pas du tout dans les mêmes conditions. Et à court terme, qu'est-ce qui se passe ? C'est que toute l'exportation de production agricole de l'Ukraine de la récolte 2021, puisqu'on récolte une fois par an, oui. On exporte sur les marchés mondiaux. Parce que peut-être on peut préciser quand est-ce qu'on récolte dans l'année. En gros, en blé, si vous prenez le blé ukrainien, c'est comme en France, vous récoltez pendant l'été. Donc l'Ukraine avait fait de très bonnes récoltes en grande culture, blé, maïs, tournesol, sur l'année 2021. C'est en gros en grande culture. Hein, quand vous mettez l'ensemble des grains, céréales et oléagineux, l'Ukraine c'est 110 millions de tonnes de production. C'est quand même 2 fois plus qu'il y a 10 ans. C'est un pays qui a développé son agriculture. Sur ces 110 millions de tonnes, l'Ukraine exporte 80 millions de tonnes. Et cette année, la campagne de commercialisation, sur une production record l'an dernier, on était sur une campagne qui allait bien, fonctionnait. L'Ukraine exporte beaucoup. Bon, depuis le 24 février, il n'y a plus rien qui sort d'Ukraine. Je me contredis immédiatement, puisque comme l'Ukraine, et j'insiste malgré les émotions du moment, l'Ukraine c'est parfois aussi le Far West. Je crois qu'il faut avoir le courage de regarder froidement la réalité aussi de ce pays. Et donc oui, encore plus parce qu'en période de guerre vous cherchez des solutions, il
Il y a sans doute des choses qui sortent d'Ukraine dans des conditions informelles ou encore plus acrobatiques que d'ordinaire. Mais on a vu passer la des grande masse reportages agricole ne sort pas. où ça passait par la Roumanie. C'est marginal. C'est marginal. Et ça, c'est officiel. Donc ce que vous dites, c'est que les 80 millions de tonnes aujourd'hui, qui sont censées être exportées habituellement, elles sont aujourd'hui dans des stocks en Ukraine. En fait, il y a une grande partie qui était déjà sortie. Oui. Donc le 24 février, il restait en gros 6-7 millions de tonnes de blé à sortir, 15 millions de tonnes de maïs, 2 millions de tonnes en oléagineux et 1 million de tonnes en orge, grosso modo. Donc il y a ça qui ne sort pas, qui est bloqué dans les ports, qui n'est pas chargé sur les bateaux, parce que de toute façon, tout le littoral ukrainien est sous les bombes, d'Odessa à Mariupol. C'est sans doute d'ailleurs l'objectif stratégique territorial de la Russie, c'est de contrôler cette frange maritime, parce que l'accès aux mers chaudes, c'est aussi un sujet géopolitique profond et ancien dans le temps pour la Russie. Odessa a toujours fait partie du mythe d'ailleurs des grandes villes de l'Empire russe qu'il fallait essayer d'avoir. Et donc évidemment l'ensemble des opérateurs ont cessé le balai logistique maritime, sachant que vous avez 95% de l'export agricole de l'Ukraine qui passe par la mer Noire. Donc tout est bloqué. Donc les marchés agricoles, d'abord, donc effet cascade interne en Ukraine, effet cascade sur les marchés agricoles qui étaient déjà très élevés, vous l'avez mentionné. Donc en février, on était déjà sur des prix alimentaires mondiaux les plus hauts depuis 15 ans. Donc en fait, on est en train de crever le plafond depuis 6 semaines. Il y a des évolutions de prix absolument colossales. Et les marchés, en fait, qui réagissent pas uniquement entre l'offre et la demande, les variables géopolitiques, l'incertitude stratégique, ce sont des facteurs, des déterminants, des drivers importants de marché. Et bien aujourd'hui, les marchés constatent quoi ? Qu'il n'y a pas d'origine ukrainienne sur les marchés depuis le 24 février, qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce que fait la Russie sur les marchés internationaux, on en parlera. Ouais. Mais surtout, la guerre fait qu'il y a une très grosse inconnue sur ce que l'Ukraine va pouvoir récolter à l'été prochain et donc mettre sur les marchés entre l'été 2022 et l'été 2023. Et ça, ce qu'on sait déjà, c'est que l'Ukraine ne fera jamais la production qu'elle faisait en moyenne ces dernières années. Donc il manquera des volumes, il manque des volumes ukrainiens jusqu'à l'été prochain, il manque des volumes ukrainiens pour sûr l'an prochain, 2022-2023. Donc les marchés anticipent tout ça. Et je finis sur un point, c'est que vous avez eu aussi des décisions stratégiques du gouvernement ukrainien, en blé par exemple, de dire les 7 millions de tonnes qu'on devait sortir, on les garde, parce que le blé c'est la base absolue de la sécurité alimentaire humaine, donc il faut le garder. Et c'est pour ça que je dis, tout n'est pas complètement lisse non plus dans cette histoire, puisqu'il y a du blé qui sort. Pour bien comprendre, si c'est 7 millions de tonnes qui restent sur 80, en fait, en blé, blé, 80 c'est toutes les grandes cultures, tous les grands produits. D'accord. Mais donc on peut quand même se dire qu'il y a une grosse partie qui a déjà été exportée. Oui. Donc le problème, c'est que comme on fabrique pas des poupées ou des voitures, il n'y a que des quantités agricoles commercialisées pendant 12 mois qui correspondent aux récoltes de l'année d'avant. Donc en fait, comme l'Ukraine, vous l'avez souligné, fait 12-13% en blé de l'exportation mondiale. En maïs, elle va faire entre 15 et 20% de l'exportation mondiale de maïs, qui rentre beaucoup dans l'alimentation animale. Si vous prenez le tournesol, tourteau de tournesol pour l'alimentation animale, ou huile de tournesol qui est beaucoup plus consommée comme huile de cuisson au Moyen-Orient, en Afrique, que l'huile d'olive ou les huiles anecdotiques, sur cette huile-là, l'Ukraine, elle fait 60% du marché mondial. Il y a beaucoup plus de tournesol en Ukraine que sur le reste de la planète. Et là, on voit déjà, rien que dans les magasins en France, que le tournesol, c'est compliqué. L'huile de tournesol va doubler prochainement en France, mais vous avez conséquemment sur le blé, un prix du blé qui avait doublé sur le marché interne égyptien sur les 15 premiers jours de mars. Donc en fonction des pays, en fonction des produits les plus dépendants des uns des autres, il y a cet effet cascade. C'est pour ça que je parle d'un triple effet cascade de la guerre en Ukraine. Il y a un effet cascade géographique, sur le plan agricole bien sûr, une conséquence interne. Il y a des conséquences sur les marchés mondiaux vu le poids de l'Ukraine. Il y a un effet cascade temporel, court terme et moyen terme. Il y a un effet cascade sectoriel, puisque les batailles énergétiques qui se jouent autour de la guerre en Ukraine pressurisent par ailleurs les productions agricoles des autres grands pays agricoles, puisqu'aujourd'hui le renchérissement de l'énergie, du gaz, des engrais ne permettront pas
aux pays agricoles d'appuyer sur le turbo et de faire plus de production l'an prochain, pour sûr. Donc si je résume, aujourd'hui il y a une grosse partie, peut-être 20-30% de la production, si on extrapole un peu la situation du blé qui n'est pas exporté, qui va rester en Ukraine, et c'est toujours la grosse inconnue sur les prochains enlèvements de ce pays. En fait, ce qui se passe, c'est que les marchés anticipent le fait que l'Ukraine qui met 20-25 millions de tonnes sur les marchés, sur 190-200, pour faire simple, il y a 200 millions de tonnes de blé exportés dans le monde chaque année. Donc l'Ukraine, 20-25 millions, on a dit, 12-13%. Et ben, peut-être l'année prochaine, il manquera 25 millions de tonnes. Et aujourd'hui, il n'y a pas 25 millions de tonnes à aller chercher ailleurs. Donc il y a un trou. Et on ne sait pas très bien ce que la Russie fera. La Russie fait, elle, 35 à 40. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Russie aujourd'hui? La Russie, pour l'instant, elle continue à charger et à exporter du blé. Elle avait annoncé le 15 février qu'elle limitait à 8 millions de tonnes les quantités de blé exportées jusqu'à la fin de campagne. De toute façon, c'était en gros ce qui lui restait à exporter. Et donc, elle fait 2 millions de tonnes par mois, ce qu'elle a fait au mois de mars. Les ports russes ont chargé du blé et la Russie vend du blé. La seule chose que la Russie fait, et qu'elle exprime très clairement depuis quelques jours, c'est qu'elle commence à dire que cette production agricole ou céréalière russe pourrait être de plus en plus destinée aux seuls pays complices et alliés, et éventuellement à être payée également en roubles, comme le gaz, pour embêter un certain nombre d'opérateurs financiers et logistiques, ce qui n'est pas sans risque, parce que j'insiste sur un point, encore une fois, je souhaite toujours désaxer le chaud et le froid. Aujourd'hui, factuellement, nous ne pouvons pas, vu les besoins alimentaires du monde, nous passer de l'origine russe et ukrainienne. Il n'y a personne qui peut remplacer. Et la planète mange tous les jours. Donc si on réaccélère les productions en Europe ou aux États-Unis, le temps que ça donne des résultats capacitaires en volume, ce ne sera pas pour l'an prochain, c'est pas dit que ce sera pour dans 2 ans. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, on ne va peut-être pas dire à la moitié de la planète arrêtez de manger. Et il faut bien comprendre qu'au milieu de tout ça, il n'y a absolument pas la place pour un accident climatique. Donc il faut prier qu'il n'y ait pas d'accident climatique aux États-Unis ou en Europe, sachant qu'il y a une grande sécheresse au Maroc cette année. Le Maroc va devoir acheter plus, qu'il y a une sécheresse en Chine, la Chine va devoir acheter plus sur les marchés internationaux, et que les dernières estimations de prévision de récolte sur le blé américain sont pas bonnes, et potentiellement une des pires de l'histoire. Donc c'est pas avec 4% de jachères libérées en Europe, qui est déjà trop tard. On va y venir peut-être sur ce que peut faire la France et l'Union européenne pour bien comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui les sanctions contre la Russie risquent d'affecter d'une manière ou d'une autre les capacités d'exportation de la Russie, ou ça fait pas partie du scope de... C'est là où tout le débat stratégique est extrêmement compliqué, parce que d'un côté, et comme globalement sur cette affaire, il y a évidemment un distinguo à faire entre la Russie et le pouvoir russe. Donc est-ce qu'il faut mettre à plat un pays tout entier parce que le pouvoir de ce pays est absolument contestable? Et donc c'est la même affaire sur le plan agricole, à plus forte raison, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui il n'y a personne pour remplacer le poids agricole et alimentaire de la Russie, à tel point d'ailleurs que la désinformation russe ne cesse d'expliquer depuis quelques jours que s'il y a un problème alimentaire dans le monde, c'est de la faute aux Européens et à l'Ukraine, pas à la Russie, qui elle-même continue à exporter. Mais évidemment, s'il y a des sanctions sur la Russie qui fragilisent ce pays, je crois qu'il ne faut pas négliger, donc ça fragilisera inévitablement aussi les questions agricoles, même si pour l'instant elles ne sont pas dans le champ des sanctions. Il y a quand même tout un tas d'opérateurs logistiques qui sont sortis de Russie pour des risques réputationnels. La Russie elle-même russifie ses grénoducs internes et internationaux pour avoir la main complète sur les affaires et savoir avec qui elle garde le robinet ouvert ou pas. Et donc c'est aussi toutes ces incertitudes-là que les marchés anticipent. Et encore une fois, j'insiste, à très court terme, il n'y a pas beaucoup de solutions de remplacement. Donc le grénoduc russe qui continue à fonctionner, si vous ajoutez demain une absence de Russie et une absence d'Ukraine, et vous rajoutez éventuellement un troisième facteur très chrysogène, un pépin climatique en Europe ou aux États-Unis, là pour le coup on peut sentir la hausse du prix du pain en France. Et pour peut-être une question un petit peu naïve, mais peut-être pour Emmanuel aussi, si je comprends bien, sur la tonne sur 4 qui est exportée, il y a de gros risques qu'on ne la retrouve pas sur les marchés l'année prochaine. Est-ce que
il y a d'autres substituts du côté de la demande, c'est-à-dire est-ce que la demande peut se tourner vers d'autres aliments que le blé pour se nourrir? Rapidement, aujourd'hui, 800 millions de tonnes de blé consommées par an sur la planète, 200 millions de tonnes qui sont sur le marché mondial, c'est un quart de la production récoltée. Est-ce qu'il y a des substitutions difficiles parce que le pain, les pâtes, la semoule rentrent dans le quotidien de beaucoup de populations. Pour le dire autrement, en fait, quand il n'y a pas de pain dans certains foyers dans le monde, en fait, c'est qu'il n'y a rien. Ouais. Et en fait, vous accompagnez le pain de quelque chose. Mais si le pain, c'est central. On va le substituer avec quoi? Avec des produits qui coûtent plus cher. Le pain, c'est aussi un prix accessible. Donc en fait, comme on n'est pas dans un mouvement de renchérissement des pouvoirs d'achat, mais de renchérissement alimentaire et plutôt d'une diminution des pouvoirs d'achat partout sur la planète, les gens ne se tournent pas vers des produits qui coûtent plus cher. Alors évidemment, il y a des céréales plus alternatives. On voit bien que la problématique de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, où la consommation de blé s'est intensifiée avec l'urbanisation notamment. L'Afrique de l'Ouest produit beaucoup de riz, de plus en plus de riz. Il y a une explosion de la consommation de riz en Afrique de l'Ouest. On retrouve l'importance du sorgho, du mil, certaines productions céréalières de ces espaces. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, où il y a beaucoup de consommation de blé, ou en Asie du Sud-Est. On a parlé de la Chine, qui en achète de plus en plus. Il ne faut pas oublier les VIP, Vietnam, Indonésie, Philippines. C'est 3 pays qui font quand même 450 millions d'habitants, je rappelle, les VIP. Aujourd'hui, ces 3 pays font à eux 3 à peu près 25 millions de tonnes d'importation de blé. D'accord. Non, on va peut-être sur les 200. On va peut-être se rabattre un petit peu sur la France, sur l'Union européenne, sur l'Europe en général. Est-ce qu'il y a des choses, des petites marges de manœuvre? On a vu que c'était très compliqué. Est-ce qu'il y a des petites marges de manœuvre sur lesquelles on peut agir aujourd'hui? Alors, c'était très médiatisé le cas des jachères qui vont subir une dérogation pour pouvoir être semées, sachant que les jachères, c'est pas forcément les meilleures terres. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui une petite marge de manœuvre, que ce soit pour produire plus de blé en France, en Europe, ou pour produire d'autres substituts, ou alors, par exemple, convertir ce qu'on faisait pour du biocarburant pour de l'aliment. Quelles sont les possibilités? Alors, il faut beaucoup relativiser cette histoire de jachère. Alors, je rappelle que la France est le premier producteur de blé en Europe et le 4e producteur mondial de blé. Et elle exporte à peu près 19-20 millions de tonnes sur les marchés, c'est-à-dire la moitié de sa production. Quand on parle de mettre en culture 4% de jachère, il faut bien comprendre que dans ces 4% de terre en jachère, tout n'est pas cultivable. Il y a une partie de ces jachères qui sont des zones humides, il y a des haies, etc. Et au final, c'est 1% qui pourrait être mis en culture de la surface agricole utile en France. C'est extrêmement peu et comme vous l'avez dit, c'est souvent pas les terres les plus... elles sont en pente, enfin voilà, c'est pas des terres qui sont faciles à cultiver. Si on les a mis en jachère, c'est que c'est pas les plus productives. Donc en fait, on va difficilement pouvoir faire plus de blé sur ces terres-là. Et puis ça demande quand même de la préparation. On ne claque pas des doigts à l'agriculture. C'est comme le disait Sébastien, on ne fabrique pas des poupées et des voitures. Ça demande de la préparation sur 1 an, 2 ans, les assolements, etc. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut en claquant des doigts. Vers le fait qu'on va faire sur ces terres-là peut-être des protéagineux, des choses qui vont nous permettre de nourrir les animaux avec le maïs qu'on n'aura pas d'Ukraine, puisque la France importe à peu près 40% du maïs de son maïs. C'est ça, Sébastien, 40%? Même plutôt la moitié ces dernières années. Pour nourrir les animaux. Donc on va pouvoir substituer ce qui nous manquait en maïs pour les animaux, mais pas forcément faire de la céréale sur ces terres-là. Ça paraît extrêmement compliqué pour l'Union européenne d'augmenter sa production. En tout cas, ça n'en prenait pas le chemin. D'une part dans la PAC et d'autre part avec les stratégies Farm to Fork qui étaient plutôt très décroissantes sur la production agricole. Les objectifs à 2030, alors si vous voulez je rappelle un peu Farm to Fork. Juste peut-être une petite question juste avant. Est-ce que, parce que c'est aussi un des éléments qui fait débat et des rapports de force, d'idées, le fait de diminuer potentiellement la production à destination animale pour la remplacer pour de la production végétale, de la production végétale à destination de l'alimentation animale pour la remplacer par de la production végétale à destination humaine, est-ce que ça permettrait de juguler quelque chose ou... Alors, peut-être, mais simplement, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain non plus. C'est-à-dire que dans la rotation des cultures, vous avez un rythme et on ne peut pas remplacer une chose par une autre en claquant des doigts. Enfin, je veux dire, il y a une succession culturelle qui fait que on ne peut pas improviser comme ça des changements de culture radicaux d'une année sur l'autre. Peut-être sur 3 ans on peut le faire, mais sur une année ça me paraît assez compliqué. Et puis il faut quand même qu'on sache aussi que notre production de volaille elle a beaucoup
puisqu'on parle des volailles essentiellement quand on parle de céréales, elle a énormément baissé. Et on importe des volailles d'ailleurs, de Pologne, d'Ukraine justement, du Brésil. Donc en fait, c'est pas très significatif tout ça. Ça va pas changer radicalement la donne. Et il y a toute une partie de l'alimentation animale qui est constituée de choses que les humains ne peuvent pas manger. Oui. Quand on parle des tourteaux par exemple, de l'alimentation animale, c'est du tourteau de tournesol ou de voilà, c'est quelque chose qui valorise des productions végétales que les humains ne peuvent pas ingérer. C'est le résultat de la trituration pour obtenir l'huile. L'huile va pour l'alimentation humaine, le tourteau qui n'est pas consommable par les humains va pour les animaux. Donc c'est une manière de transformer du calorie végétal en calorie animale pour des choses qui sans cela seraient perdues. Oui. Alors après, sur la question du carburant, on ne fait pas vraiment de carburant avec du blé, hein. On fait un peu avec... de l'éthanol de betterave ou avec peut-être un petit peu de maïs, mais c'est aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Ici, c'est marginal. Donc, effectivement, il y a un questionnement aux États-Unis de qu'est-ce qu'on fait du maïs. Est-ce qu'on continue à en faire de l'essence ou est-ce qu'on l'oriente autrement vers les animaux ou vers les humains? C'est une vraie question puisque les carburants se renchérissant aussi, il y a des arbitrages à faire. Donc ça fait partie des questions que l'humanité n'avait plus envie de se poser et qu'elle va devoir se reposer de nouveau. Il y en a plusieurs dans ce genre-là, c'est assez intéressant. Le fait que, par exemple, l'huile de tournesol, donc c'est 70% d'huile, 60-70% d'huile ukrainienne de tournesol qui ne sont plus sur le marché, ou qui en tout cas ne circulent plus, j'allais dire, ça métastase dans toute la chaîne alimentaire mondiale. Cette huile-là, il faut bien la remplacer par quelque chose. Et les solutions alternatives, c'est l'huile de palme. Oui. Alors ça veut dire qu'il faut changer tous les process de fabrication, parce que c'est pas la même chose, on les cuit pas de la même manière. Et puis ça veut dire aussi qu'on avait commencé à retirer l'huile de palme, en tout cas dans les marchés occidentaux, parce qu'elle a mauvaise presse, et que cette huile-là revient sur le marché. Donc ça bouleverse. Vous voyez, les effets dominos vont chercher très très loin dans toutes les chaînes de production mondiales. Donc il n'y aura pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Et si je reprends, alors c'est est-ce que sur la production, alors j'avais vu passer un tweet d'un agriculteur qui est très actif en vulgarisation de son métier et qui avait fait un petit calcul de coin de table qui disait que si on passait la part de céréales produits en bio qui ont des rendements plus faibles en conventionnel, on pourrait potentiellement, si on faisait qu'en France, assouvir les importations d'un pays comme le Liban. Est-ce que du coup il n'y a pas ici une marge de manœuvre Alors oui, mais alors idéologiquement c'est très difficile à faire passer. Vous savez que l'orientation européenne va vers plus de surface bio et l'objectif c'est 25% de surface bio en Europe à 2030. Il faut savoir que le rendement d'une culture bio en grande culture, en blé, c'est très bien documenté, c'est moitié. Oui. C'est la moitié des rendements. Donc ça veut dire un cheminement qui est à rebours de la tendance. Ça veut dire qu'on a dit à des agriculteurs convertissez vos surfaces en bio. En grande culture, c'est compliqué. Je veux dire, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Ça demande des méthodes culturelles qui sont totalement différentes. On ne peut pas utiliser les mêmes moyens de protection des plantes, etc. Alors effectivement, on pourrait doubler les rendements en utilisant des différentes sortes de blé, des traitements, etc. Mais ça veut dire qu'on sabote les efforts d'agriculteurs qui ont été faits sur 3, 4, 5 ans de conversion. Donc pour ces gens-là, c'est compliqué à entendre. C'est compliqué à entendre. Ils ont investi dans quelque chose. C'est loin d'être aussi simple. Effectivement, si on était dans l'urgence, on pourrait... on est dans une urgence et on peut probablement le faire. Mais ça demande une telle révolution mentale en Europe que c'est probablement très compliqué. Peut-être qu'il faut plus se poser la question de savoir si cet objectif de 25% de surface en bio est toujours pertinent à l'échelle 2030, vu ce qui se profile devant nous comme cataclysme alimentaire. Du coup, alors question peut-être sur Farm to Fork aujourd'hui, peut-être expliquer d'où elle vient, pourquoi elle est critiquée aujourd'hui, est-ce qu'elle n'a pas une utilité? Alors, il faut peut-être faire un petit peu de pédagogie parce que Farm to Fork, c'est assez conceptuel. C'est la déclinaison agricole du Green Deal européen. Ça part d'une idée qui est extrêmement louable, qui est de dire notre agriculture a un impact sur l'environnement et donc il faut minimiser au maximum cet impact sur l'environnement. Et ça veut dire qu'on se fixe à 2030 des objectifs de diminution de 30% des engrais dont on sait qu'ils sont émetteurs de gaz à effet de serre. On se fixe comme objectif la suppression de 50% des produits phytosanitaires parce qu'ils ont des impacts sur la biodiversité. On augmente les jachères, pas les jachères, si aussi les jachères, mais d'abord les surfaces bio parce que ça répond à une tendance européenne. Et on augmente aussi les jachères
voilà, l'idée c'est de réduire la production. Mais ces objectifs européens, donc, qui sont tirés par des idées très environnementales, ont été conçus un peu sur un coin de table. C'est-à-dire qu'on n'a pas modélisé les conséquences sur la production. Oui. Et on l'a fait à un moment où tout allait bien et où l'Europe n'était plus habituée à l'idée qu'il fallait prendre soin de la souveraineté alimentaire, qui est un bien précieux. Et l'Europe oublie une autre chose dans cette réflexion, c'est qu'elle est à une situation géographique sur la planète assez idéale, tant pour son sol que pour son climat. Les deux coïncident pour donner une agriculture très florissante. C'est une rareté mondiale, hein. C'est extrêmement rare et l'Europe n'a pas forcément conscience que c'est un atout dans la donne mondiale d'avoir cette puissance agricole, le sol, le climat, les savoir-faire qui font que c'est une terre de cocagne, on peut dire ça comme ça. Et donc elle décide de laisser une stratégie environnementale piloter son agriculture. C'est une façon de voir les choses, mais on n'a pas tiré les conséquences. Les conséquences, elles ont été modélisées par plusieurs instituts de recherche à la suite de ça. La première conséquence, c'est une baisse de 20% de la production de céréales. La deuxième conséquence est une baisse globale des volumes de nourriture produite en Europe de 10 à 12, voire 15% pour toutes les productions. Ça veut dire aussi un coup d'arrêt à la souveraineté alimentaire européenne qui se retrouverait à importer de la nourriture du reste du monde, produite dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. C'est un paradoxe. Et donc à externaliser ses émissions carbone. Puisque au final, le bilan environnemental est juste un déplacement des problèmes. Mais tout ça a été conçu dans un moment où il n'y avait pas cette question de 30% des volumes potentiellement manquants pendant plusieurs années dans le garde-manger mondial. Et c'est là que l'Europe reprend conscience que ces exportations, notamment les exportations françaises de céréales, assurent la sécurité alimentaire et aussi la paix civile dans tout le bassin méditerranéen. Et c'est-à-dire que si on retire les surplus qu'on considère dans la politique Farm to Fork comme des surplus de production européens, on déstabilise des zones entières qui n'ont pas les moyens de production qu'à l'Europe. Là-dessus, j'avais vu des chiffres assez dingues. C'est que si on regarde à chaque fois que la tonne de blé a dépassé les 250 €, on a eu en 2007 les émeutes de la faim, en 2011 le printemps arabe, ça coïncidait avec ces phénomènes-là, et en 2012-2013 aussi une crise alimentaire. Aujourd'hui, alors qu'habituellement, ces dernières années, la tonne de blé était un peu en dessous de 200 €, et aujourd'hui elle est entre 400 et 300 € la tonne. Et donc on est vraiment, l'indicateur prix aujourd'hui est quelque chose qui montre qu'on est face à des potentielles révoltes dans ces pays de la faim, quoi. Oui, à ce prix-là, sur les marchés, 365 € la tonne de blé aujourd'hui, 365, 400, il y a des pays entiers qui ne peuvent plus se permettre d'acheter du blé. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays du bassin méditerranéen, il y a des chambres de compensation étatiques qui limitent les prix du pain pour les populations. Elles sont débordées par l'augmentation des prix, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus subventionner le pain à hauteur de ce qu'il faudrait. Donc voilà, c'est le pain quotidien qui est retiré de la table des foyers. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat l'avocat du diable, mais est-ce que la proposition que font certains politiques en France de dire il faut réquisitionner les stocks, il faut bloquer les prix, peut-être pour Sébastien, Emmanuel. J'ai regardé ça aujourd'hui si vous voulez. Ah oui. J'ai fait un petit état des stocks parce que j'ai effectivement entendu la proposition c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait cette proposition. Il faut réquisitionner les stocks français pour en gros faire un échange avec l'Algérie sur du gaz ou du pétrole. Et bloquer les prix. Et bloquer les prix. Alors en fait, des stocks en France, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. On est en fin de campagne, exactement comme on est en fin de campagne en Ukraine, c'est-à-dire que tout ce qui a dû être vendu l'a déjà été. Les derniers contrats de vente de blé sont signés en février, en mars, très exceptionnellement en avril. Et en fait, s'il y a environ 2 millions de tonnes de blé en France, 2,3 millions de tonnes de blé dans des silos et dans des stockages, c'est du blé qui a déjà été acheté. Il a déjà une destination. Il y en a une partie qui va pour la meunerie, il y en a une partie qui va pour l'alimentation animale, c'est une toute petite portion. Il y en a une partie qui est déjà destinée à l'export, mais ce blé-là, il a déjà des acheteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas du blé qu'on stocke pour faire de la spéculation, parce que c'est ça la théorie, c'est qu'il y a de la spéculation sur le blé. En fait, il n'y en a pas. On pourrait mobiliser à peu près 200 000 tonnes de blé, quelque chose comme ça, ce qui veut dire 15 jours de consommation en France. Et c'est ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire ce qui est supposé faire le petit joint avec la récolte précédente si on a un petit manque. Oui. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Et alors, ça, si on pouvait éventuellement mobiliser des stocks, ça aurait un autre effet.
exactement celui qu'a eu la décision russe de faire des contingents sur ses exportations, exactement celui qu'a eu la rumeur du fait que l'Argentine voulait limiter ses exportations et garder sa production de céréales, ça fait monter les cours encore plus. Parce qu'on se dit, il va y avoir encore un rétrécissement de l'offre, encore un peu plus de pénurie, et donc ça fait monter les cours dans un marché qui est ouvert et qui est mondial pour les céréales. Donc c'est typiquement une fausse bonne idée. Oui. Est-ce que peut-être que Sébastien, vous pouvez nous expliquer un peu comment se fixent les prix, qui les fixe, pour essayer de comprendre un peu les mécaniques à l'œuvre, et est-ce que votre point de vue sur, est-ce qu'il y a des choses à faire si on contrôle les prix, est-ce que ça peut être quelque chose d'utile, de pertinent? Bon, il y a plusieurs aspects. D'abord, comment des prix agricoles se forment. Bien sûr, offre-demande. Pour faire très simple, aujourd'hui, 10 pays font de l'offre, 200 pays sont demandeurs. Donc en fait, il y a un oligopole productif exportateur de blé. C'est pour ça que j'avais écrit une géopolitique du blé en 2015. Sauf qu'à la différence de ce que l'on peut parfois entendre, l'alimentaire, le blé, l'agriculture en général, si les intentions des puissants sont bonnes, ce sont des facteurs de paix, de stabilité. Emmanuel a évoqué cet aspect-là. C'est pour ça que j'ai toujours parlé d'une géopolitique positive avec les questions agricoles et alimentaires. Et comme toutes les armes de paix, si les intentions des puissants sont par contre mauvaises, vous pouvez retourner cette arme pour justement en faire un moyen de pression. Sébastien, si je peux me permettre, il y a peut-être une chose qu'il faut préciser, c'est qu'on ne fait pas du blé là où on voudrait oui, c'est ça. le faire. Je veux dire, il y a des conditions climatiques, c'est pas géographiques, vouloir, hein, il faut des ressources. Donc en fait, vous avez des prix qui sont fixés offre et demande et ça bouge en permanence. Il y a un peu d'élasticité. L'offre, on ne sait jamais jusqu'au bout parce que le climat peut tout vous casser en 15 jours, un travail d'un an. Et la demande, elle est plutôt structurellement en hausse. Bah là, c'est tout bête, hein, c'est mathématique. Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète aujourd'hui, on n'était que 6 il y a 20 ans. Donc il y a 2 milliards de personnes à table en plus aujourd'hui au quotidien. Il y en a 2,5 qui doivent encore arriver dans les 30 ans. Il y a dans certains pays, c'est pas une augmentation de 25%, c'est un doublement en 30 ans. Donc, vous avez offre et demande, et puis tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire des paramètres géopolitiques, des variables de coûts de production, le climat, les rumeurs, les fermetures d'échanges ou pas. Bon. Donc, en fait, le prix, il n'est jamais le reflet exact d'une production-demande. Il prend en compte un tas de variables, comme le prix du pétrole, comme le prix du pétrole. Bon. Par contre, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a deux choses sur lesquelles je pense qu'il faut être vigilant. D'abord, Emmanuel a évoqué le sujet des stocks, il est extrêmement important. Nous avons fait le choix en Europe de ne plus avoir de stock. On voit bien qu'entre les masques ou la nourriture, avoir des stocks stratégiques pour nous ou pour des solidarités conjoncturelles avec une partie du monde, c'est pas complètement délirant, sachant qu'il y a une partie du monde qui a des stocks stratégiques agricoles. En blé, le stock mondial blé connu, c'est en gros 300 millions de tonnes, donc en gros 3 mois et demi de consommation planétaire. La Chine en a 160 à elle toute seule. Et aujourd'hui, ce stock-là est complet, il n'est pas en train de se vider. Les stocks, ils évoluent en fonction de ce que les États veulent en faire. La Chine veut avoir un stock de blé équivalent à un an de consommation au cas où il y a un pépin. Okay. Voilà. Donc en fait, est-ce que la Chine demain va dire on va taper dans mon stock pour aider les pays jusqu'à preuve du contraire, en tout cas depuis le 24 février, sur ce sujet, la Chine n'a pas bougé d'un centimètre et n'a pas donné une tonne de blé depuis ses stocks pour aider certains pays. C'est là où j'en reviens à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que précisément, quand on dit, on va dire aux Algériens gaz contre blé, et puis on va réquisitionner, et puis on va arrêter que le marché fonctionne naturellement, et puis on va fixer des prix, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, sauf à revenir à des pratiques très interventionnistes de l'État, ce qui amènerait à certaines décisions et difficultés de discussion avec les acteurs, mais surtout, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, là. On a l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre en Europe ou en France ou aux États-Unis qu'il y a une partie du monde qui a décidé de débrancher ses dépendances aux injonctions occidentales. Donc, en fait, on peut
on doit définitivement cesser de penser qu'on va pouvoir tirer des ficelles ci et là avec notre bon vouloir. Ceci dit, quand le président de la République en France, à l'issue du sommet de l'OTAN, ce qui était un symbole important, il y a 15 jours, dit il faut avoir une attention internationale et une action internationale forte parce que l'un des effets de la guerre en Ukraine, c'est justement ces instabilités agricoles et alimentaires. Il joue à la fois son rôle de président avec la PFUE au niveau européen, mais il exprime ce que la France exprime en général, c'est-à-dire on a besoin de coordination internationale, on a besoin de multilatéralisme et on a besoin de solidarité vis-à-vis des pays qui, en Méditerranée ou en Afrique, vont connaître de telles inflations de prix, de telles frustrations sociales qu'il y a des risques d'instabilité sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Bon. Donc tout ça, depuis quelques jours, essaye de se déployer dans un contexte, encore une fois j'insiste, où faire du multilatéral aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident qu'il y a 15 ans. Moi je me souviens bien, j'étais déjà sur ces sujets lors de la crise alimentaire de 2007-2008, ou de la crise financière en 2010-2011 qui avait aussi généré des choses. On a fait le G20, on s'est assis plus nombreux et on a essayé de trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça l'état stratégique de la planète. Donc pour moi, ce qui va se jouer sur la planète agricole, les flux, les solidarités, les stocks libérés, les deals produits contre tel produit, c'est une toile de fond beaucoup plus large où ce qui se joue aujourd'hui, c'est est-ce que on reste dans la tendance qu'on voyait se développer ces dernières années d'un découplage stratégique entre d'un côté la politique, les valeurs, les idéologies et de l'autre le business, le commerce, l'économique. En gros la bataille Chine-États-Unis, on n'est pas d'accord, on ne se ressemble pas mais par contre on fait du business ensemble, donc on découple, ou au contraire on re-rentre dans un découplage davantage géographique où d'un côté il y aurait les autoritarismes et de l'autre les démocraties. D'où la question des fameux swing states, type l'Inde. Dans quel camp l'Inde pourrait-elle verser dans un scénario où on rentrerait dans des nouvelles relations internationales, où, comme le souhaiterait d'ailleurs l'administration Biden, on referait une coupure nette entre démocratie et autoritarisme. Et c'est là où il faut aussi toujours dézoomer et regarder ce que l'Europe doit cultiver en termes d'autonomie stratégique, puisque on veut ne pas dépendre de la Chine, on voit que trop dépendre énergétiquement de la Russie, c'est pas forcément une bonne chose, trop dépendre des États-Unis, c'est pas non plus forcément une bonne chose. Tout à l'heure, on évoquait le maïs. Le maïs ukrainien, pourquoi on a beaucoup plus acheté de maïs ukrainien en Europe ces dernières années? Parce que le maïs ukrainien, il est non OGM. Qu'est-ce qui se passe depuis le 24 février? Certains pays européens changent les réglementations parce qu'il faut du maïs pour nourrir les animaux. Si vous voulez continuer à manger du pata negra le dimanche en famille, les cochons espagnols, ils ont besoin de maïs. Et donc c'est du maïs américain qui vient, qui est OGM. Et il ne faut jamais oublier que les Américains, là, en ce moment, il y a aussi des intérêts économiques. Et donc, c'est toujours la formule que j'utilise depuis un an sur le débat européen et de ce qu'on veut faire, qui pour moi prend encore plus de consistance avec ce qui se joue depuis quelques semaines. C'est est-ce qu'on veut une Europe herbivore dans un monde de carnivores, sachant qu'il y a même le retour de certains tyrannosaures, et que stratégiquement et géopolitiquement, l'Europe n'a converti personne au véganisme. D'accord, donc c'est extrêmement intéressant. Donc si on rejoint si on reboucle sur la question de Farm to Fork, aujourd'hui, est-ce que quand il y avait eu une tribune récente dans Le Monde de plusieurs scientifiques, d'économistes, qui disaient que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que finalement on a assez peu de marge de manœuvre et que ça sert à rien d'essayer de produire plus en Europe parce que de toute façon, à court terme, on ne pourra pas le faire, et que ça va contrevenir à nos objectifs environnementaux, nos objectifs climatiques. Quelle réponse est-ce que cette analyse finalement est-ce qu'elle est bonne ou pas, et l'autre argument qu'ils évoquaient, je reprends leurs arguments, est que cette agriculture qui est productive, elle dépend d'énergie fossile et on n'a pas beaucoup parlé des engrais, mais ça fait aussi partie de la complexité de la situation. Est-ce qu'une Europe
de la décroissance agricole est la seule moyen est-ce que c'est déjà un moyen d'atteindre les objectifs environnementaux? Emmanuel a montré tout à l'heure que c'était très compliqué, mais est-ce qu'on doit vraiment opposer écologie et production, sachant que l'agriculture, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est alors de mon point de vue non, et j'ai trouvé cette tribune d'une naïveté et d'un européanocentrisme fou. C'est-à-dire que cette tribune est rédigée par des gens qui pensent que l'Europe est seule au monde, qu'elle n'a pas d'interaction avec ses voisins, qu'elle ne sera pas non plus une terre d'accueil pour tous les gens qui vont devoir partir de chez eux. Enfin, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand on parle de faim, on parle de migration. Et donc c'est une espèce de, de candeur et de naïveté, et c'est un peu après nous le déluge alimentaire, si vous voulez. Moi j'ai été vraiment assez choquée de cette tribune, qui considère qu'en fait on n'a qu'à s'occuper de nous-mêmes et qu'on n'est pas dans un monde interdépendant. Si on ne s'occupe pas de l'alimentation mondiale, c'est l'alimentation mondiale qui va s'occuper de nous. Enfin, je veux dire, c'est d'une façon ou d'une autre qu'on envisage cette équation, ça finira toujours par revenir. Alors après, effectivement, la question de la dépendance aux engrais et de la souveraineté, elle est vraiment intéressante. Sébastien a coutume de dire que la souveraineté, c'est choisir ses dépendances. Les connaître et savoir quelles dépendances on tolère et quelles dépendances on ne tolère pas. La question des engrais, elle est double. D'une part, il y a la dépendance au gaz russe et aux fournitures pour faire les engrais russes, qui est énorme, c'est 40% de notre production qui en dépend. Et puis, il y a la question climatique. C'est-à-dire que les engrais sont émetteurs de gaz à effet de serre et effectivement, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps, comme ça. Donc là, on est quand même en train de se rendre compte que cette question de la dépendance à l'engrais est en train de pousser l'innovation technologique en Europe. Et ça, c'est une chose vraiment intéressante. On se rend compte qu'il y a des producteurs d'engrais qui ont d'autres techniques qui sont en train de se développer, notamment à base d'hydrogène et donc plus à base de gaz, et qui seraient donc beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est en train de secouer des équilibres qui étaient bien établi, une sorte de ronronnement européen où on s'était un peu appuyé sur ce gaz russe à très mauvais escient, et donc ça c'est en train de secouer un peu les choses. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on se rend compte qu'on a d'énormes dépendances par ailleurs sur les protéines végétales par exemple. On se rend compte que on dépend des tourteaux de tournesol ukrainiens, on dépend des tourteaux de soja sud-américains pour partie, et donc il faut que l'Europe se repose aussi la question de ces dépendances-là. Qu'est-ce qu'elle veut en faire et on n'a jamais dans les stratégies européennes des dernières années tiré les bobines de fil jusqu'au bout. Quand on dit qu'on va réduire notre production, ça veut mécaniquement dire qu'on augmente les dépendances. Et à qui est-ce qu'on est dépendant ? À des gens qui n'ont plus envie d'interagir avec nous. Donc ça pose quand même un problème important. Et puis il y a quand même toute cette question que je trouve vraiment intéressante de la diplomatie du blé. La Russie a vis-à-vis d'une partie du monde une arme diplomatique qu'on lui a laissée. C'est-à-dire qu'elle peut aujourd'hui décider d'alimenter un pays en blé ou pas, de couper le robinet d'un pays en blé ou pas, selon son attitude sur la scène internationale et selon son attitude vis-à-vis de la Russie. C'est un pouvoir extraordinaire de faim ou de satiété que la Russie a sur certains pays. La Russie a aussi besoin de l'argent du blé, elle ne peut pas non plus... Si la Russie ne vend pas son blé au bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, elle le vendra de toute façon à la Chine. Les routes commerciales sont en train d'être mises en place, il y a des routes ferroviaires, alors elles sont encore un peu embryonnaires et pas suffisantes en volume, mais les accords commerciaux sont en train d'être signés, etc. C'est un débouché naturel. La Chine a besoin de toujours plus de fournitures et le blé russe aura ce débouché-là, quoi qu'il en soit. Alors, sur la question de la dépendance, est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que le mot de souveraineté sur toutes les lèvres pendant cette campagne présidentielle, est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce qu'on sait que le protectionnisme a aussi des risques, et de vouloir tout produire sur le sol national, ça a aussi ses défauts. Et peut-être pour contredire un peu ce que disait Sébastien au début, le fait qu'il y ait des interdépendances économiques, ça a quand même apporté la paix dans tout un tas de pays du monde. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce repli sur soi aussi se retourne contre nous ? Et est-ce que la souveraineté, c'est pas aussi multiplier ses fournisseurs pour avoir plus de plans B ? Complètement, et je pense ne pas avoir dit tout à fait ça. Désolé d'avoir travesti les propos. Je dis juste que pour une partie du monde, ce n'est pas parce que vous avez des interdépendances économiques que ça a entraîné des pacifications des relations entre ces pays, ce que l'on pensait. En revanche, depuis 30 ans,
La mondialisation a permis à une grande partie de l'humanité de sortir de la faim et de la pauvreté, on ne l'a pas assez dit. Emmanuel parlait tout à l'heure du transfert de problématiques environnementales au loin. En gros, depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait nous, Européens? On a décidé de demander au reste de la planète de travailler pour nous, pour passer aux 35 heures et avoir plus de loisirs. Et arrêter de faire des métiers manuels et productifs. C'est un peu ça qui s'est passé à grands traits. Bon, tout ça, c'est fini. Donc, bien sûr qu'un monde ouvert, un monde qui échange, un monde métissé, un monde complémentaire, un monde interdépendant, c'est toujours préférable. D'ailleurs, les interdépendances, elles deviennent problématiques s'il n'y a pas de solidarité et de coopération. Il y a toujours eu des interdépendances. Et donc, je vais aller jusqu'au bout. On pense que la mondialisation comporte des risques. On peut tester la démondialisation. Hein. On va voir à quel point c'est beaucoup plus dangereux. Bon. Et les coûts économiques, on va tous les ressentir, parce que si on démondialise radicalement et qu'on produit à domicile tout ce qu'on doit utiliser ou consommer, en alimentaire d'ailleurs, mais comme sur plein de domaines, évidemment, là aussi, on risque d'avoir quelques choix de dépenses mensuelles qui bougent drastiquement. Donc, totalement d'accord avec ce que vous dites. Il faut rester... c'est tout le défi, je crois, depuis le début d'ailleurs de la pandémie Covid, c'est comment rester ouvert dans un monde qui se ferme physiquement, parfois idéologiquement, parfois stratégiquement. Donc, justement, on est au carrefour de ce rendez-vous majeur. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans cette notion de souveraineté alimentaire, je pense pouvoir dire assez facilement que depuis 2 ans, je m'exprime sur le sujet en répétant toujours la même chose. C'est que la souveraineté, c'est pas l'autarcie, c'est pas l'enfermement. La souveraineté, Emmanuel le disait, c'est connaître ses dépendances et cultiver ses performances. Et donc, c'est être fort à domicile dans les secteurs où on doit, à minimum, être fort, où on a la possibilité d'être fort. Et en même temps, à côté de cette robustesse à domicile, être responsable vis-à-vis de l'extérieur et donc d'avoir une action à l'international qui corresponde à des besoins et à ses propres intérêts, parce qu'un pays a le droit de rayonner. Donc la souveraineté, elle est, pour moi, sur le plan alimentaire, forcément solidaire. Forcément solidaire. Qu'est-ce que ça signifie ça signifie, en fait, ça a un nom. Ça a un nom, ça s'appelle l'Union Européenne. Ouais. Depuis 60 ans, on a décidé, entre États membres, en Europe, d'abord on a arrêté de se taper dessus, et ça a permis du développement agricole et un peu plus de sécurité collective. Et puis on a décidé de construire cette unité sur ce qui peut faire sens pour tout le monde au quotidien. Donc on a décidé de mettre l'agriculture comme premier pilier et comme unique pilier depuis 60 ans communautaire qui permet non pas à quelques agriculteurs qui touchent des subventions, mais à nous tous consommateurs qui bénéficions de la politique agricole commune, d'avoir de tout au long de l'année avec des produits diversifiés à bas prix. De longue vue, de longue distance, de complémentarité de production parce qu'on ne produit pas les mêmes choses, et on a décidé de faire une souveraineté solidaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Europe est en train d'imaginer qu'elle se porterait sans doute mieux si chaque pays avait à nouveau sa propre politique agricole. On voit même d'ailleurs certaines régions, puisqu'on donne le pouvoir et on décentralise dans tous les domaines, pourquoi pas, mais tout ça des fois se fait au détriment du vivre ensemble. Et puis on a même des villes qui considèrent qu'elles doivent avoir une souveraineté alimentaire intramuros. Comme m'avait dit un ami chinois il y a 5 ans, vous refaites l'Europe du Moyen-Âge à 500 et ça ne vous a pas forcément amené à être meilleur. Voilà. Je lui avais d'ailleurs rétorqué qu'évidemment il était dans un contre-modèle et il m'avait dit que la Chine s'était inspirée du modèle français. Je ferme la parenthèse, mais évidemment nous sommes dans des moments depuis plusieurs mois, hein, j'insiste, je pense qu'entre la pandémie et ce qu'on voit là, on est en train de s'apercevoir en Europe que ce siècle, contrairement à la doxa dominante, au message qu'on a vu véhiculer Urbi et Torbi, et qu'on a voulu même parfois imposer au monde, c'est que oui, il faut produire des choses qui se touchent, que sur la santé, que sur la sécurité humaine, que sur l'alimentation, vous ne pouvez jamais désarmer, vous ne pouvez pas uniquement compter sur le reste de la planète. Parce que si cette planète, à un moment donné, veut arrêter de faire des choses avec vous ou un problème, vous êtes exposé à plus de vulnérabilité. Et je prends souvent le parallèle avec le secteur de la défense, que je connais un peu.
qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Si vous arrêtez d'investir sur la sécurité et la défense, parce que vous considérez qu'on est dans un monde où tout le monde s'adore, se donne la main et que finalement tout va bien, eh bien vous baissez votre capacitaire, comme on dit dans le domaine militaire. Et donc à un moment donné, vous avez, si en plus il y a un bout du monde qui lui est en train de se renforcer, vous avez un effet ciseau. Et si vous dites, ok, j'ai fait une erreur, je vais peut-être devoir remuscler ce secteur, il y a des secteurs d'activité, la défense, l'agriculture, c'est comme un gros paquebot en mer. C'est-à-dire que pour redresser la barre, il y a une vitesse d'inertie. Et donc vous pouvez décider et décréter qu'il faut produire plus ou relancer. Les résultats tangibles vont se faire d'ici 5 à 10 ans. On est en train de relancer des dépenses militaires en France depuis 5 ans. Concrètement, pour prendre le domaine maritime et naval, la marine française, son déploiement de nouvelles capacités, ça ira à l'eau après 2030. C'est de ça dont on parle. Et bien aujourd'hui, la relance productive agricole européenne, elle sera lente. Et j'insiste un point sur votre question excellente de faut-il opposer climat et production? En aucun cas. Non. Justement, c'est la valeur européenne aujourd'hui de dire il faut qu'on soit fort en capacitaire agricole et fort sur un engagement à long terme sur le climat. Il faut faire les deux combats sans hésiter. Par contre, je crois qu'il y a un point qui est important. La tribune dont vous parlez est juste d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que demain, penser qu'on va pouvoir doubler la production agricole européenne, c'est faux. Il y a des plafonds, il y a des limites agronomiques, il y a des usures de sol. Je ne parle même pas du fait que tout le monde n'a pas envie de redevenir agriculteur en Europe et de travailler la terre. Donc, en fait, est-ce qu'on peut doubler comme ça la production en Europe? Non, il y a des vraies problématiques climatiques. Oui. Et donc, scientifiquement, cette tribune est juste sur énergie fossile, sur les changements de pratiques, sur les limites agronomiques en Europe qu'on a peut-être atteintes. Par contre, elle est dérangeante, voire préoccupante, sur le raisonnement géopolitique qui consisterait à dire deux choses. Au lieu de maintenir les volumes ou d'essayer d'en gagner un peu, en fait, la solution serait d'en faire moins. Et en plus, en effet, elle est géopolitiquement dérangeante parce que si on fait moins, on sait qu'on est moins présent sur notre responsabilité extérieure, alors que le monde a de plus en plus besoin des territoires qui peuvent produire. Donc c'est un peu cette contradiction qui est étonnante. Dernière question avant de passer aux questions des auditeurs. Comment est-ce qu'on construit une agriculture qui est à la fois productive et qui répond aux enjeux de baisse des émissions de gaz à effet de serre ou de biodiversité, tous ces enjeux environnementaux? Et oui, il faut sortir des postures. Ouais. C'est ce qu'on fait. Il faut sortir des postures. C'est-à-dire que l'Europe a fait un certain nombre de choix stratégiques qui étaient avec une réticence à l'innovation, par exemple. On sait aujourd'hui qu'on s'est privé en Europe des OGM. Le sujet est derrière nous, les OGM, on n'y reviendra pas. Mais il y a des nouvelles technologies de sélection variétale qui fait qu'on peut cultiver des plantes avec moins d'engrais, des plantes résistantes avec moins de pesticides. Et ce sont des leviers que l'Europe s'est interdit d'exploiter dans sa stratégie Farm to Fork. Si vous voulez, il y a un parallèle qui est vraiment, je trouve, assez parlant. C'est le parallèle avec le secteur de l'énergie. On veut décarboner l'électricité européenne, mais un certain nombre de courants idéologiques veulent le faire sans nucléaire. Ça revient à planter des éoliennes et à se rendre compte que finalement, on a besoin d'une énergie de secours carbonée, du gaz, du charbon, et donc on se met dans des nouvelles dépendances. Et c'est un peu la même chose avec l'agriculture. On veut plus produire ici, on veut décarboner l'agriculture, et bien ça veut dire que on se tourne vers l'extérieur parce qu'on s'est interdit les outils qui seraient l'équivalent agricole du nucléaire, si vous voulez. On a considéré que la recherche agronomique, c'était pas un secteur d'avenir. On considère que les nouvelles technologies, par définition, c'est pas bien. Et vraiment, le niveau de réflexion en Europe ne va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. Oui. C'est pas bien. Il n'y a pas de justification, ça fait peur, c'est pas bien. Et vraiment, j'insiste, ça ne participe pas d'une réflexion ni scientifique, ni d'une étude de risque, ni d'une étude de bénéfice. C'est vraiment un interdit mental. Et est-ce que justement cette situation, comme on voit qu'on a eu un certain retournement de l'opinion sur le nucléaire ces 5 dernières années, où on avait commencé le mandat en disant on maintient la fermeture de Fessenheim et on finit avec on relance des EPR,
est-ce qu'on ne peut pas être optimiste sur le fait que la situation va nous forcer à nous poser des nouvelles questions et que sur la question des biotechnologies, on aura peut-être une évolution favorable? Le moment géopolitique a changé et effectivement, il y a un énorme travail de pédagogie à faire avec le public pour expliquer ce que sont ces technologies de sélection variétale. Ça revient simplement à faire ce qui se produit naturellement, c'est-à-dire des mutations génétiques des plantes qu'on utilise à notre profit. C'est ce que l'homme fait depuis qu'il fait de l'agriculture. Simplement, maintenant, on peut maîtriser le processus avec des technologies comme CRISPR-Cas9, qui est une technologie développée par une scientifique française, avec une partenaire. Et le faire beaucoup plus rapidement. Et le faire beaucoup plus rapidement. Ça ne réglera évidemment pas tous les problèmes. C'est une partie des solutions. En fait, il n'y a pas une solution magique. Et il faut vraiment qu'on arrive à sortir de cette pensée magique qui est de dire, c'est l'équivalent de dire on peut décarboner notre économie avec des éoliennes. On sait désormais que c'est faux. On sait dans quelle situation l'Allemagne s'est mise en soutenant une telle contre-vérité. Il faut maintenant qu'on comprenne que l'agriculture, c'est la même chose. On ne sauvera pas le climat avec des gens qui, ailleurs sur la planète, meurent de faim. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est pas parce que l'Europe sera absolument vertueuse qu'elle, d'une part, sauvera la planète, voilà, et elle va surtout plonger le reste du monde dans des tourments dont elle n'a même pas idée. Il faut avoir une idée de l'importance des problèmes et ne pas oublier non plus que parler d'agriculture, parler d'alimentation, c'est parler d'un humanisme. Et je pense que cet humanisme a disparu de la réflexion européenne derrière les thématiques environnementales et climatiques, qui sont extrêmement importantes. Mais on ne peut pas utiliser un levier sur les deux. On ne peut pas faire l'économie d'une des deux pensées, la pensée environnementale et la pensée humaniste. Ça ne marche pas ni dans un sens, ni dans l'autre. Oui. Et vraiment, je pense que ça doit inciter à repondérer les politiques publiques en faisant au mieux des deux leviers. Oui. Pas l'un ou pas l'autre. Mais effectivement, on peut avoir en Europe, et on a les moyens pour le faire, on a les cerveaux pour le faire, on a les agriculteurs pour le faire, on peut avoir une agriculture qui soit beaucoup plus économe en machines agricoles, en énergie, c'est un vrai sujet, en énergie, en émissions de gaz à effet de serre. On a beaucoup de pistes qui s'ouvrent à nous à condition qu'on ne se les interdise pas mentalement par principe. D'accord. Merci pour ces explications. Je propose qu'on passe aux questions parce qu'on en a un certain nombre. On va peut-être essayer de les faire rapidement parce que certaines sont assez précises et peut-être n'impliquent pas des réponses très longues. Et puis n'hésitez pas à réagir. Première question, la question du blé australien. L'Australie, si je ne dis pas de bêtises, est le 6e producteur mondial. Est-ce qu'il y a un potentiel là-dessus, le volume disponible? Alors, aujourd'hui, encore une fois, il y a des calendriers de récolte différents. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une partie à court terme de solutions de volume de blé sur le marché qui provient d'Inde, parce que l'Inde a fait une très bonne récolte. Donc vous avez déjà des pays comme le Liban, l'Irak ou l'Égypte qui discutent ou ont déjà eu quelques livraisons indiennes. L'Inde se pose quand même la question de savoir si elle doit ses surplus les mettre à l'export ou les stocker à domicile. Est-ce que c'est aussi un pays qui peut avoir des gros yo-yo de récolte? L'Australie fait une bonne récolte et devrait en faire une prochaine correcte, mais l'Australie, compte tenu de ses contraintes climatiques et hydriques, a des grands écarts de production. Donc voilà, à court terme, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je reviens quand même sur l'affaire des jachères, parce que tout le monde pense qu'en fait, comme on a dit, on va libérer les jachères, la prochaine récolte de blé en Europe cet été va être bonne. Non, les jachères, là, en blé, c'est trop tard. Oui, et d'ailleurs, on ne fera pas forcément que du blé dans les jachères. Donc ça veut dire que le résultat, c'est été 2023 pour le blé. Que vous avez remarqué, et je rappelle par ailleurs que les terres que les agriculteurs mettent généralement en jachère, ce sont les mauvaises terres. Oui. Parce que en gros, c'est comme dans une équipe de foot, vous faites jouer sur le terrain les meilleurs joueurs. Donc vous faites jouer vos meilleures terres. C'est le banc des remplaçants. Oui, voilà. Donc c'est pas forcément des terres qui vont amener des volumes significatifs. Qui ne feront peut-être même pas de blé d'ailleurs. Et peut-être en plus ce sera pas du blé parce qu'il y aura peut-être d'autres considérations qui rentreront. Alors, on avait des questions sur la réorientation de la PAC. Quelle réorientation de la PAC serait pertinente? Est-ce que, peut-être en double question, est-ce qu'on peut envisager une réorientation de la PAC? Si oui, laquelle? Et est-ce qu'elle est politiquement crédible ou pas?
En l'état actuel des choses, politiquement crédible, ça me semble vraiment difficile. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de tensions à Bruxelles sur ces sujets de la PAC. On a une PAC qui est très orientée vers comment dire, le financement du travail agricole plus que vers l'aide à la surface. Et il y a encore une fois des mécanismes mentaux à changer. Et le fait que la productivité à l'hectare est une des solutions à nos problèmes et qu'il faudrait plutôt l'augmenter en sauvant de la terre par ailleurs pour la forêt, ce qu'on veut, les espaces sauvages, et donc travailler sur la surface déjà utilisée sur la planète, ça nécessite une petite révolution intellectuelle. Je ne suis pas sûre que Frans Timmermans, qui est l'artisan de Farm to Fork et qui pèse très lourd sur les décisions de la PAC, soit vraiment dans cet état d'esprit. D'accord. Autre question sur les problèmes logistiques avec les ports. Est-ce qu'on risque, même si on arrivait à produire, est-ce que le circuit logistique pourrait poser souci dans la distribution alimentaire? On parle de quel pays? Je suppose que la question c'est sur l'Ukraine. Clairement, aujourd'hui, il y a une partie des infrastructures logistiques en Ukraine qui sont bombardées. Donc quand bien même demain la guerre cesserait, la remise en ordre de marche de ce balai logistique sera longue. Et je rappelle que l'ensemble du littoral maritime ukrainien qui permet de sortir, non pas de mer d'Azov, mais plutôt du côté d'Odessa ou Nikolaev, là où sont les grands ports à grains ukrainiens, il y a des mines qui ne permettent pas aujourd'hui de franchir plus de quelques kilomètres sur mer, et que déminer la mer Noire va prendre aussi du temps. Donc, encore une fois, c'est tous ces paramètres-là, de long terme, en cascade, qu'il faut garder à l'esprit, parce que la logistique, ça ne se remet pas à niveau d'un coup. Ça ira, si l'Ukraine peut le faire, elle le fera. Après, puisqu'on est sur ce registre, je rappelle que si le conflit s'arrêtait avec la cartographie actuelle, ça veut dire que toutes les productions agricoles qui prendraient la mer passeraient dans les mains de la Russie. Il y a pas mal de questions justement sur les alternatives en route, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne. Est-ce que ce sont des options crédibles? Non, parce que pour compenser et faire quelques opérations à court terme, oui, mais on parle de volumes insignifiants par rapport à la mer. Je rappelle toujours que la mer, c'est 80% du commerce mondial de céréales. C'est vrai aussi pour l'ensemble des produits agricoles. Et aujourd'hui, vous avez des vraquiers qui vont faire 30-35 000 tonnes, des Panamax qui vont faire 65 000 tonnes. Un wagon de train céréales fait 70 tonnes par wagon. Donc même si vous avez 30 wagons, vous avez 2000 tonnes en gros dans un train, c'est-à-dire que vous avez quasiment 10-15 fois moins qu'un vraquier de 30 000 tonnes. Et je rappelle qu'en plus, il y a un petit sujet ferroviaire, c'est que l'écartement du rail ukrainien n'est pas correspondant au rail européen, et donc il faut changer, décharger, recharger, donc c'est lent. C'est un héritage soviétique? C'est un héritage soviétique, et puis pour l'instant, l'Ukraine n'est pas européenne. Ouais. Et puis si je peux aller un peu dans le détail sur l'état de l'agriculture ukrainienne là maintenant, même si la guerre s'arrêtait, il y a beaucoup de problèmes à régler. D'une part, l'accès aux semences. Il y a un problème de liquidité dans l'agriculture ukrainienne, puisque comme une partie des stocks est bloquée dans les ports, les agriculteurs n'ont pas reçu les fonds pour acheter la suite de semences, d'engrais. On a un manque de carburant, tout simplement pour utiliser les tracteurs en Ukraine. Une partie des infrastructures agroalimentaires a été détruite. Il y a eu des bombardements sur des silos, sur des fermes laitières notamment. On ne sait plus très bien quoi faire du lait. Donc il y a cette question-là. C'est qu'est-ce qu'on fait pour continuer éventuellement. Et puis il y a une autre chose qui est extrêmement importante et qu'on néglige un peu, c'est que les hommes en âge de se battre en Ukraine sont aussi des agriculteurs ukrainiens. Donc en fait, ils sont au front. Ils ne sont pas en train de s'occuper des fermes. Donc on a quand même aussi le redémarrage agricole de l'Ukraine dans des conditions idéales de fin de la guerre demain. Il n'est pas pour tout de suite. Sans compter que les infrastructures ferroviaires, même pour transporter les grains, sont abîmées. Enfin, il y a tout à reconstruire. Ça va prendre un temps fou. Sur la question de la main-d'œuvre, il y avait aussi beaucoup d'Ukrainiens qui allaient travailler en Pologne sur les productions. Je rajouterais juste une chose quand même, parce que je crois qu'on ne saisit pas toujours bien ce que ça veut dire d'être dans un pays en guerre. Vous êtes agriculteur ukrainien aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas au front, parce qu'il y a aussi une volonté du gouvernement que les agriculteurs puissent faire un maximum leur travail, vous êtes agriculteur, vous êtes chef d'entreprise. Vous faites quoi aujourd'hui dans un pays en guerre?
vous achetez des semences, vous les semez, vous mettez une partie de votre revenu et de l'argent de votre entreprise sur la table. Vous êtes prêt à faire ce pari, vous prenez ce risque dans certains secteurs d'activité à dire je reste, j'investis, c'est poker potentiel et je ne sais pas très bien quand bien même je ferai ce pari si ça va servir à quelque chose. Donc psychologiquement, Emmanuel évoque toutes les problématiques de revenus, de ressources, mais on est aujourd'hui, le conflit n'est pas terminé. Contrairement à ce qu'on dit depuis quelques jours, il n'est pas uniquement en train de se concentrer dans le Donbass. Et donc aujourd'hui, les agriculteurs ukrainiens vivent dans un pays en guerre. Et donc dans un pays en guerre, comme tout chef d'entreprise, vous réfléchissez longuement avant de prendre une grande prise de risque économique parce que vous vous dites peut-être qu'il faut faire le dos rond quelque temps pour mieux repartir et pas jouer, à la roulette russe à court terme. Il y a une chose qu'on peut faire, un parallèle, c'est cette chose qu'on avait oubliée en Europe. Si la famine est revenue sur le devant de la scène internationale ces 3-4 dernières années, et si l'ONU a alerté déjà l'année dernière sur le fait qu'on aurait probablement 900 millions, 1 milliard d'humains en famine, c'est parce que les zones de conflit se sont multipliées en Afrique et qu'elles ont détruit les récoltes. Et c'est ce schéma-là, en Afghanistan, exactement, et c'est ce schéma-là qu'on a sur notre sol européen, la destruction de récoltes. Oui. C'est pas une question de logistique dans beaucoup de pays africains. La résurgence des famines est due aux conflits locaux. Oui. Et là, je voyais que vous regardez une carte de l'Ukraine aujourd'hui pour bien comprendre. Les productions de blé en Ukraine ou de céréales, elles sont sur tout le territoire équitablement réparties ou elles sont plus à l'est, plus à l'ouest? Alors pour le blé, c'est très clair, 60% est plutôt à l'est et au sud littoral. Maïs va être plutôt au nord et à l'est, tournesol plutôt au sud. Et donc est-ce que les régions nord-ouest ont été plus épargnées ou c'est encore difficile de le dire? Pour le dire autrement, si l'Ukraine demain est fracturée en deux avec une partie à l'est qui passe aux mains de la Russie, le pouvoir agricole et céréalier de la Russie mathématiquement augmentera. Et je ne sais pas si on peut exclure en fait que dans les calculs russes d'invasion de l'Ukraine, ça n'ait pas été un des paramètres, la puissance agricole de l'Ukraine et la prise de contrôle de la puissance agricole de l'Ukraine. Potentiellement. Sur le gaz et les engrais, le lien entre le gaz et les engrais, il y a eu un vote du Parlement. Je reprends une question. Qui veut voter l'embargo total du gaz russe? Est-ce que, à quel point ça va affecter la production, les importations d'engrais? Quel lien on peut faire là-dessus? Rapidement, la question est importante. C'est qu'on voit bien cet effet cascade sectoriel que j'évoquais. C'est que certaines sanctions qui, politiquement, pour aussi accentuer la pression sur la Russie, pourraient s'entendre, auront des impacts économiques, y compris sur notre quotidien à nous. Et donc, c'est un peu ça qu'il faut regarder. Il ne faut jamais oublier que dans l'histoire des relations internationales, les sanctions ont rarement produit beaucoup d'effets. Donc, est-ce que sur ce coup-là, vis-à-vis de la Russie, on va contredire la tendance lourde de l'histoire ? Je note par ailleurs une autre tendance dans l'histoire longue, c'est que plus vous mettez de sanctions contre un pays, plus vous avez tendance à faire en sorte que la population de ce pays serre les rangs autour du pouvoir, parce que acculée par d'autres à l'étranger. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Pour le dire autrement, par exemple, mettre des sanctions qui graduellement iraient sur des nouveaux secteurs vis-à-vis de la Russie, type l'agriculture russe, c'est augmenter l'insécurité alimentaire mondiale. Donc il faut avoir conscience des effets à trois bandes. Voilà, donc c'est ça cet effet cascade de ce conflit, parce que c'est l'Ukraine, c'est la Russie, et donc il faut être vigilant. Encore une fois, c'est tout la difficulté politique, pour le coup, de ce qui va se jouer dans la prochaine semaine, c'est de savoir, est-ce qu'on franchit le Rubicon de certaines sanctions ou de certaines actions, parce qu'on va considérer qu'il devient impossible de ne pas augmenter la pression économique et les sanctions, voire impossible de ne pas intervenir en Ukraine. Donc c'est ce Rubicon qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines, parce que force est de constater qu'on a une géographie de nos émotions qui est totalement inégale, mais je rappelle que ce que la Russie fait aujourd'hui en Ukraine, elle l'a fait en Syrie depuis 10 ans, sans que ça nous suscite beaucoup d'émotions. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit point sur les engrais, justement? Oui. Où est-ce qu'on en est de l'état des stocks en Europe? Là, on sait que pour ce qui est du printemps, on a à peu près ce qu'il nous faut comme fourniture. Les prix ont beaucoup augmenté, c'est exponentiel. Et là, les questions vont se poser à partir de la prochaine campagne, en fait. Pour l'instant, on a à peu près de quoi voir venir pendant quelques mois.
C'est pour la suite que ça va poser problème, justement à ce moment où on se dit est-ce que l'Europe doit produire plus et est-ce on ne fait pas de blé panifiable sans engrais. Et les engrais dits organiques, c'est-à-dire les issus d'animaux, on n'en a de toute façon pas assez pour remplacer. Donc en fait, la question, c'est aussi nos capacités de production sur le moyen terme qui sont handicapées par cette question des engrais. Je note que ce n'est pas simplement chez nous. Hein. Il commence à y avoir aujourd'hui des émeutes au Pérou, notamment, où les agriculteurs péruviens se rendent compte qu'ils n'ont plus accès aux engrais. Et ça commence à faire des troubles civils. On observe là sur la planète depuis quelques jours des moments, des endroits de tension sur des questions agricoles ou périagricoles. Et le Brésil, par exemple, qui a une agriculture importante, fortement utilisatrice d'engrais, est en train de faire de grandes courses sur le marché mondial des engrais pour acheter tout ce qu'elle peut avant les autres. Très bien. Peut-être une dernière question, parce qu'il y avait quelques questions sur les politiques. Est-ce que dans le cadre des élections qui vont démarrer dimanche et si on prend par exemple les deux candidats les plus probables entre un Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à quel point ça peut influer sur les politiques agricoles, leur programme, peut-être une petite analyse politique là-dessus? C'est vraiment difficile parce que mon sentiment sur la campagne, c'est que le sujet agricole est tombé sur la tête des candidats. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus d'agriculture dans le débat politique français. C'est un débat qui est européen et qui, comme tout roulait, personne ne s'est posé de questions. Donc en fait, les politiques sont en train de se ressaisir du sujet agricole un peu dans l'urgence, sans vraiment tirer les conséquences de leurs propositions. On l'a vu, réquisitionner les stocks de blé, très bien, mais quand on tire le fil, on se rend compte que c'est contre-productif. Ce qu'on sait quand même de Marine Le Pen vis-à-vis de l'Europe, c'est la défiance. Elle ne me semble pas dans l'idée qu'on va collaborer avec les autres pays européens pour rebâtir une politique agricole commune qui soit solide. Quant à Emmanuel Macron, il a beaucoup changé son fusil d'épaule sur les questions agricoles depuis quelques années. Il est arrivé dans des dispositions qui ne sont pas du tout celles qu'il a aujourd'hui à l'esprit. Donc c'est un peu difficile d'évaluer. Je sais pas quel est l'avis de Sébastien. C'est compliqué de faire de l'analyse politique à chaud et c'est pas notre travail, mais... Moi, j'ai pas d'avis sur ce sujet parce que je pense que d'abord c'est une discussion très hexagonale. Je sais qu'on est en France, mais justement ce qui se joue aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Et je pense que indépendamment des élections de ce mois, la France, l'Europe doivent rester vigilantes sur le fait que l'agriculture est importante pour leur sécurité, pour leur autonomie stratégique, pour leur économie, pour leur rayonnement à l'international. Et encore une fois, j'insiste, sans jamais oublier que tout le monde n'est pas loti à la même enseigne sur la planète et que précisément, il faut être dans des souverainetés solidaires. On est en train de se réincarner. Si vous voulez, le débat politico-économique en Europe a été très désincarné depuis 20 ans. Désincarné industriellement, désincarné sur les questions agricoles, parce que c'était loin de nous. Enfin, on était dans des pures spéculations intellectuelles sur nos données, etc. Et on est en train d'être rattrapé par le quotidien. Par vraiment le quotidien. La santé, comme le disait Sébastien, les questions de la nourriture, et on sait qu'on va faire face en Europe à une inflation énorme sur les produits alimentaires. C'est aussi un des aspects qu'on n'a pas évoqué. Il va y avoir des tensions partout dans le monde, mais en Europe, au sein des populations européennes, il y a des gens pour lesquels il va être difficile d'accéder à l'alimentation. Ne serait-ce qu'en France, on a déjà 5,5 millions de nos concitoyens qui sont passés par l'aide alimentaire l'année dernière. Et on sait que pour des ménages qui sont à quelques euros près sur leur panier de courses, comme toutes les matières agricoles ont flambé, l'énergie a flambé, tout va se renchérir sur les marchés agricoles. Il ne faut pas qu'on oublie aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont menacés dans notre pays, dans leur quotidien et dans la nourriture de leur famille. Parce que là, on a déjà quelques chiffres. Je crois que vous avez sorti un article ce matin sur l'inflation qu'on peut observer sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On a acté, après les négociations commerciales annuelles qui se sont achevées en février, une augmentation de 3% globale des prix de l'alimentation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette augmentation-là, elle correspond aux effets Covid. C'est-à-dire le renchérissement des fournitures, des désorganisations logistiques du Covid. Tout ce qui s'est passé entre le 1er décembre et la fin des négociations commerciales, c'est-à-dire déjà une envolée des céréales, tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Parce que l'industrie, elle fixe ses tarifs le 1er décembre. Et tout ce qui s'est passé encore après, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine, l'explosion des cours du blé, l'explosion du gaz, etc., tout ça, ce sont des choses qui ne sont absolument pas prises en compte dans le coût de l'alimentation européen.
Et donc on estime qu'on va être au mieux sur des augmentations de 10-12% du panier, et probablement plus. On ne sait pas exactement où ça peut s'arrêter. Donc il faut avoir conscience qu'une partie des populations européennes, on ne parle pas juste des pays en développement, une part des populations européennes en France vont avoir du mal à boucler les fins de mois alimentaires. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas se dire que cette situation qui va nous mettre un peu au pied du mur va nous permettre de réagir? Moi, je pense que justement, vous posiez la question de qu'est-ce qu'on veut faire demain politiquement. Il faut pas sous-estimer le monde qui vient, et il ne faut pas se faire peur à l'excès. Il faut faire confiance, justement. L'Institut Sapiens, d'ailleurs, véhicule cette idée. Il faut faire confiance aux hommes de trouver des solutions collectivement. Il y a deux certitudes. C'est que au thermomètre de la planète, il y a deux températures qui grimpent, le climat, et donc on a un choc climatique qui va devenir de plus en plus lourd, impactant pour tous, et il y a la température géopolitique du monde qui est en surchauffe, alors qu'on pensait qu'elle était basse pour toujours. Ces deux thermomètres qui sont en train de progresser, vu l'immensité et la complexité des enjeux qui viennent, je suis peut-être naïf, mais je pense que si on cherche ensemble, à l'échelle planétaire, à trouver des solutions, on se donnera plus de chances que si on décrète qu'on sera tous plus intelligents en se regardant dans sa glace à domicile. Très bien. Peut-être un dernier mot, Emmanuel? Non, je suis tout à fait d'accord sur cette analyse des deux thermomètres. Et ça crée d'autres questions, c'est-à-dire que là, on parle d'un état de la production alimentaire mondiale à l'instant T, mais les accidents climatiques se multiplient, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, comme le disait Sébastien, d'un nouveau choc alimentaire parce qu'une récolte serait gâchée quelque part. Il y a des zones de la planète où on ne peut plus cultiver la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'il faut gérer la crise alimentaire de façon... En plus, c'est une dynamique, c'est-à-dire qu'on était déjà dans une crise alimentaire en essence, en train de naître, et qui est là précipitée par d'autres considérations géopolitiques. Ça fait deux temps de réflexion à avoir en même temps. Il y a l'urgence, le temps court, la crise ukrainienne et la déstabilisation des marchés là, et puis il y a ce qui va se passer sur le long terme, c'est-à-dire la déstabilisation des systèmes de production, faute d'eau, à cause des accidents climatiques, etc. Donc en fait, il faut vraiment... Il y a deux gestions en parallèle. Très bien, merci. Alors peut-être pour donner un petit mot de la part de l'Institut Sapiens, on avait produit une note sur la question des biotechnologies justement, qui sont une des clés, qui n'est certainement pas la réponse magique, mais qui est une des clés qu'il ne faut surtout pas se fermer, de mettre d'œillères sur la question des biotechnologies. On le fait malheureusement beaucoup en Europe depuis 30 ans. Et donc ça fait partie des choses que l'Institut Sapiens défend, d'une ouverture à l'innovation sur ce plan-là qui pourrait répondre à une partie de ces enjeux. On peut aussi parler de l'innovation, de robotisation. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières d'envisager l'innovation agricole. Il n'y en a pas une seule et il n'y aura pas de solution magique. Il faut se faire à l'idée qu'on est dans un monde complexe et où les solutions le sont aussi. C'est-à-dire qu'on va devoir faire du patchwork de solutions. C'est de la couture fine. Il va falloir aller chercher des petits morceaux de solutions un peu partout, dans la data, dans la connexion des champs, dans l'innovation variétale, etc., dans la façon de nourrir les animaux aussi. De produire les engrais. De produire les engrais. Donc en fait, c'est tout un monde d'innovation qu'on doit explorer et pas une seule solution. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot et Sébastien Abyss pour ces explications passionnantes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a pu poser la plupart des questions, quelques-unes on n'a pas eu le temps de traiter, mais je vous remercie tous pour le suivi de cette conférence avec l'Institut Sapiens.